France, comme les États membres de l'Union européenne, doit mettre en œuvre la directive cadre européenne sur l'eau de 2000 et en particulier viser l'objectif d'atteindre le bon état des eaux. Pour la reconquête de ce bon état, la restauration de la continuité écologique est une des priorités. Nous avons une obligation écologique de reconstituer les capacités d'accueil du bassin versant. Nous avons aussi une obligation juridique. C'est une obligation communautaire devant la Commission européenne qui nous l'a rappelé. C'est également une obligation en droit national. La volonté politique au niveau national a toujours été présente. C'est une décision qui date de 2009 à l'origine et qui a été confirmée par l'ensemble des ministres en charge de l'environnement successifs. En France, il existe près de 60 000 obstacles, barrages, écluses, seuils, dont 400 gros barrages destinés à la production d'hydroélectricité. Ces obstacles ont des impacts importants. Ils transforment profondément la morphologie et l'hydrologie des milieux aquatiques. Ils altèrent la qualité de l'eau et perturbent la vie aquatique par ennoiement des frayères. La fragmentation des cours d'eau contribue aussi à la disparition de certaines espèces emblématiques comme les grands poissons migrateurs, saumon, anguilles, lamproie, alose. Ainsi, depuis 1900, le linéaire des cours d'eau fréquentés par le saumon d'Atlantique a diminué de 70%. Sur la Loire, au XIXe siècle, environ 100 000 saumons par an. Aujourd'hui, moins de 1000 sur le bassin. Alors je crois que la protection de l'environnement constitue aujourd'hui une préoccupation croissante et nécessaire de nos sociétés. Les réglementations en place, tant au plan français qu'au plan européen, traduisent ces engagements. Pour EDF, opérateur hydroélectricien, producteur, c'est une part importante de son engagement de service public que de se préoccuper de la biodiversité, de la continuité écologique dans les cours d'eau et de la nécessaire restauration écologique et biologique des cours d'eau. Dans son activité, cela se traduit de plusieurs façons et de manière extrêmement concrète. Déjà, et dans le cadre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, EDF a procédé au relèvement des débits réservés sur 514 prises d'eau pour le 1er janvier 2014. Avant 2018, nous aurons un travail sur environ 120 ouvrages pour restaurer la continuité piscicole ou restaurer le transit sédimentaire, améliorer le transit sédimentaire et ainsi améliorer l'état des masses d'eau et surtout la continuité écologique de ces cours d'eau. Il y a plusieurs éléments qui me paraissent importants sur le terrain par rapport à cet engagement d'EDF en matière de restauration écologique des cours d'eau. D'abord, j'insisterai là-dessus, la nécessaire coopération avec toutes les parties prenantes autour des cours d'eau et puis les organismes de recherche et les organismes publics français. C'est ce travail coopératif, je pense, qui permet de dégager les bonnes solutions dans chaque situation. Dès lors, comment concilier deux politiques publiques ? Celle de la continuité écologique et d'application à la directive cadre sur l'eau et celle des énergies renouvelables et d'hydroélectricité. Des chantiers d'envergure sont envisagés pour lesquels l'ONEMA joue un rôle clé. L'établissement se mobilise pour améliorer la connaissance de ces ouvrages et de leur impact, trouver les meilleures solutions techniques à un coût acceptable, sensibiliser citoyens et élus et ensuite assurer le suivi des chantiers. Deux chantiers phares ont été décidés, le barrage de Vezins sur la Sélune et le premier barrage de cette envergure, 36 mètres de haut, à être effacé en Europe pour améliorer la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Celui de Poutès fera l'objet d'une solution innovante qui a été trouvée pour concilier la restauration du saumon sur l'axe Loire-Allier et la production d'hydroélectricité. Construits entre 1916 et 1932, les barrages hydroélectriques de Vezins et de la Roche-qui-Boit ont profondément modifié le cours, les paysages, la faune et la flore de la Sélune. « 80 ans après leur achèvement, l'État a décidé de ne pas renouveler la concession de production électrique et de rétablir le cours naturel de la Sélune dans le cadre d'un projet environnemental qui se veut exemplaire. Ça intéresse l'ensemble d'un bassin versant, c'est-à-dire que
Ça n'intéresse pas simplement une petite portion de rivière, parce que le premier barrage qui est mis en place est à 14 km de la mer, sur un cours d'eau qui en fait 100 km, de sorte qu'il y a 74 km actuellement qui ne sont pas accessibles, en particulier aux poissons migrateurs. De sorte que l'effacement va permettre de rouvrir ces zones et qu'on va pouvoir travailler à l'ensemble de l'échelle d'un bassin versant. L'effacement des retenues représente une opération complexe. Il doit prendre en compte non seulement la suppression des barrages, mais également le traitement des sédiments accumulés. La gestion sédimentaire constituera l'enjeu principal de la future et dernière vidange des retenues de Vezins et La Roche-qui-Boit. Les premières études, engagées fin 2010, ont amélioré la connaissance sur les quantités de sédiments présents, leur localisation dans les retenues et les problèmes de qualité. Les résultats acquis vont permettre de travailler à des techniques de vidange et de stabilisation des sédiments, visant à limiter au maximum l'impact de la future vidange. C'est une opération qui non seulement est unique en France, mais unique en Europe et je dirais même dans le monde. Nous sommes en France les seuls à enlever des ouvrages de cette taille-là. C'est un barrage qui fait quand même plus de 30 mètres de haut. Donc c'est vraiment un grand barrage et on est les seuls à le faire en France. Les seuls autres pays qui démontent des barrages sont les États-Unis, mais dans des conditions très différentes de nous, puisqu'il s'agit de barrages sur des rivières sauvages, en gros, sur lesquelles il n'y a pas d'habitants. Donc ils démontent par des méthodes extrêmement brutales, si je peux dire, de type explosif. Nous démontons ce barrage dans une zone habitée, fréquentée, à l'aval de laquelle on a la baie du Mont-Saint-Michel, qui est un joyau. Donc nous devons prendre d'énormes précautions. Donc je le dis, c'est une opération unique dans le monde. Pour le moment, nous sommes dans la phase des études de finalisation qui déboucheront ensuite sur les procédures réglementaires. Cette phase d'études et de procédures durera jusqu'à 2015 environ. Et c'est à partir de 2015 que commencera la vidange, donc la baisse du plan d'eau, la diminution du plan d'eau progressive, avant que les opérations de démantèlement à proprement parler puissent se dérouler d'ici 2018 environ. Il y a des testeurs partout. On va rajouter encore des systèmes de mesure, tant au niveau des matières en suspension qu'au niveau chimique, au niveau bactériologique, etc. Ça va être suivi au quart de millimètre, jour par jour. Ce programme qui va être mis en place de suivi avant et après arasement est un programme qui va durer sur une période très longue. Qui reste rare actuellement dans les études, puisque ça va être fait avant arasement, il va y avoir un suivi pendant 6 ans, et après arasement pendant près de 10 ans. Donc ça va permettre, bien entendu, de pouvoir avoir des résultats pertinents sur cette opération globale d'arasement des barrages. Mais il s'agit surtout d'un projet exceptionnel de reconstitution du milieu naturel et de restauration de la biodiversité de ce fleuve côtier, permettant à nouveau aux espèces halieutiques migrantes de remonter son cours. Parmi elles, le saumon atlantique retrouvera ainsi accès à des zones de reproduction fonctionnelles. Elles sont cruciales dans le cycle vital de cette espèce, au cours duquel les individus alternent successivement entre haut bassin et océan. Pour la faune et la flore, ça va changer beaucoup de choses, puisque je crois que ça a été un des arguments majeurs de l'État et de l'Europe pour demander cette suppression des barrages. C'est entre autres la possibilité de libre circulation des migrateurs. La baie du Mont-Saint-Michel est un réceptacle de grands migrateurs. On pense au saumon, bien sûr, puisque c'est ça qui fait beaucoup parler. Mais c'est l'anguille, c'est les lamproies, c'est la lauze. On a l'occasion, avec ce programme scientifique, d'avoir un challenge fantastique pour essayer de comprendre comment peut se restaurer un milieu aquatique et donc d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes de restauration dans l'espace et dans le temps, puisqu'on a une durée de 16 ans. On va avoir plusieurs bénéfices, dont 2 très importants. Un bénéfice sur la biodiversité et un bénéfice sur la qualité de l'eau. Sur la biodiversité, la rivière Sélune avec sa sœur jumelle, la rivière C,
sont l'une des meilleures rivières à saumon de France. Et on escompte, lorsqu'on aura enlevé ce barrage de Vezin, avoir à peu près 5000 saumons, ce qui est tout à fait considérable, de la baie du Mont-Saint-Michel qui pourront enfin remonter, se reproduire et donc, je dirais, renforcer la population de saumon atlantique de Normandie qui est déjà une assez belle population. En ce qui concerne la qualité de l'eau, nous aurons là aussi des bénéfices tout à fait importants. Actuellement, nous avons une masse d'eau qui est stagnante derrière le barrage, qui l'été se réchauffe, perd de l'oxygène, subit un phénomène très négatif qu'on appelle l'eutrophisation et parfois connaît malheureusement des développements d'algues toxiques, ce qu'on appelle les algues bleues, les cyanobactéries, qui empêchent toute utilisation, notamment nautique, pendant ces périodes du lac. On va donc remplacer ce lac par une rivière courante où l'eau sera de très bonne qualité et donc on va gagner beaucoup en termes de qualité d'eau, notamment d'oxygénation, suppression de l'ammonium, suppression de l'eutrophisation. Donc on gagne sur les deux tableaux, biodiversité et qualité d'eau. C'est donc extrêmement positif sur le plan environnemental. Eh bien, on avait un lac qui était assez fréquenté et on va avoir une vallée qui sera aussi, à mon avis, très fréquentée. Les activités vont changer, mais nous allons pouvoir redécouvrir une activité de kayak un peu différente avec une vallée qu'on pourra dévaler. On pourra continuer à la pêche. Alors, au lieu de pêcher des poissons blancs ou des brochets, on pêchera des saumons. On va avoir une très belle vallée qui sera très attractive et donc très intéressante pour le tourisme et pour l'économie locale. Le barrage de Poutès est un barrage hydroélectrique construit en 1941 sur la rivière Allier. Situé au cœur des zones naturelles de reproduction du saumon, le barrage de Poutès a été au centre d'un long débat en faveur de la remontée des grands migrateurs. Aujourd'hui, un projet innovant de reconfiguration du barrage est en marche. Nous sommes aujourd'hui sur le lieu du barrage de Poutès. C'est un lieu aujourd'hui un peu bucolique, mais qui a connu des grandes tensions, des tensions entre écologistes et industrie. Parmi les indicateurs les plus remarquables du bon fonctionnement des grands fleuves dans l'Ouest européen, on a une espèce de poisson. On a les poissons migrateurs en général et une espèce de poisson en particulier qui est le saumon atlantique. Le saumon, à l'époque, était une ressource. D'abord une ressource pour l'alimentation des gens, mais aussi une ressource économique pour le tourisme. Donc le saumon n'était pas juste un objet incarnant la biodiversité, un symbole des rivières vivantes, c'était aussi une ressource économique, culturelle, sociale, dans un département rural. La remontée du saumon le long de l'Allier était particulièrement importante et a mobilisé beaucoup de monde, beaucoup de gens, beaucoup d'argent, beaucoup de financement des collectivités, des particuliers. Donc ce saumon méritait de remonter plus haut que le barrage de Poutès qui coupe cette rivière magnifique qu'est l'Allier en deux. Depuis sa construction dans la décennie des années 1940, le barrage de Poutès s'est intégré non seulement dans le paysage, où il a fait son lit, avec une grande retenue sur 3 km, eh bien, il s'est aussi intégré dans le cœur des habitants de cette région du Haut-Allier. Et je crois que finalement on a trouvé une solution qui permet de dire on maintient le barrage là où il est, on maintient une production hydroélectrique parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, dans ces gorges, on a trouvé un consensus, une plateforme raisonnable de discussion entre un industriel, EDF, et la société qui voulait trouver une solution à la remontée du saumon. Le projet de Poutès est pour nous un projet extrêmement important. La reconfiguration du barrage de Poutès, telle qu'elle a été validée par le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, est une évolution très significative de ce barrage pour trouver un nouvel équilibre
entre la nécessité du maintien d'une énergie, de la production d'une énergie renouvelable, la production hydroélectrique, mais aussi l'amélioration du transit sédimentaire et l'amélioration de la continuité écologique et piscicole. Nous mettons en œuvre depuis le début de cette année un suivi scientifique d'envergure que nous avons monté en partenariat avec des universitaires et des équipes de scientifiques et de techniciens pluridisciplinaires, issus par exemple de la faculté de Clermont, de l'IRSTA, de l'ONEMA, du CNSS, de la Fédération de pêche 43, et qui a pour objectif de mesurer au mieux le gain environnemental amené par ce projet de reconfiguration. Les études techniques et scientifiques ont démarré et à titre d'illustration, par exemple, cette année, nous menons une étude en partenariat avec le CNSS sur la dévalaison des saumons sur le Haut-Allier. L'objectif de cette étude est de comprendre le moment où s'enclenche la migration de ce fabuleux migrateur, qui passe 1 à 2 années dans le cours d'eau avant de rejoindre la mer de Norvège ou les eaux du Groenland. On a un système de piégeage, un tambour, qui est un système de cônes qui capture les poissons lors de leur dévalaison. Et puis on équipe un certain nombre d'individus d'un tout petit émetteur qui pèse 0,3 g et qui nous permet comme ça, avec des balises, tout au long du parcours, de pouvoir suivre leur vitesse de migration. Au cours de ces études techniques, nous réalisons notamment avec notre centre de recherche EDF Lab le modèle réduit de l'aménagement à l'échelle 1/13e. Donc un modèle réduit d'ampleur qui est installé dans un bassin de 25 mètres de long et qui doit nous permettre, avec les experts du milieu, d'optimiser le positionnement des ouvrages de franchissement piscicole. Pour atteindre la transparence piscicole, un système a été conçu. Il permet de supprimer la retenue tout en continuant à alimenter la galerie existante via la mise en place d'une station de pompage qui permet de remonter l'eau. La mise en place de 2 ouvrages de franchissement piscicole, une passe de montaison et un exutoire de dévalaison, est également associée à cette suppression de la retenue. Sur les aspects de libre circulation sédimentaire, nous avons conçu en partie centrale du barrage 2 clapets inversés de 14 mètres de large qui nous permettent en crue de libérer intégralement le fil d'eau et d'être en écoulement torrentiel, ce qui permet aux alluvions de la rivière de transiter librement au travers de l'ouvrage. Pour illustrer un petit peu cette suppression de la retenue, on peut citer quelques chiffres qui donnent une idée un peu plus précise. Donc la retenue actuelle fait 3,7 km. Le futur aménagement a une retenue qui fera 300 mètres de long. Le modèle a pour objectif premier et essentiel l'étude du franchissement piscicole. Nous serons capables de distinguer les lignes de courant les plus fortes et si besoin de proposer des modifications pour faire en sorte que le poisson cherche à remonter le cours d'eau en passant par la passe à montaison ou à le descendre en passant par la passe à dévalaison. EDF a organisé un comité technique piscicole qui a un double but. Premièrement, c'est de définir les critères piscicoles pour la conception des aménagements et les contraintes concernant en particulier les ouvrages évacuateurs, la prise d'eau, enfin les critères d'ordre purement hydraulique. Et la deuxième mission de ce comité technique, ça sera le suivi du projet. C'est-à-dire vérifier qu'à chaque stade, les critères seront satisfaits et en particulier ce comité va suivre l'étude sur maquette où on va visualiser les conditions d'écoulement, que ce soit pour la dévalaison et pour la montaison. Ce qu'il faut bien comprendre sur ce projet, c'est qu'on n'est pas sur un projet EDF, ni sur un projet des ONG, ni sur un projet des élus, mais on est bien sur un projet qui prend en compte l'ensemble de ces points de vue. On est sur un compromis qui nous permet de sortir d'un conflit qui a été long. Pour nous, c'est un bon compromis. Il illustre le fait qu'une grande entreprise et une coalition d'ONG sont capables chacun de lâcher du lest
pour arriver à un résultat optimal. Il n'est pas parfait, ni pour EDF bien sûr, ni pour nous, mais un résultat optimal en matière de conciliation de deux contraintes. La conservation de la nature, la préservation de la biodiversité, la restauration des populations de saumon, et en même temps la production d'électricité renouvelable. L'innovation à Poutès, elle réside à la fois dans une reconfiguration très particulière qui nous permet de trouver un nouvel équilibre, correspondant, je crois, à une forme moderne d'hydroélectricité. Mais l'innovation est aussi dans le processus de conception, le processus de concertation, et demain le processus de suivi. Alliées, c'est l'une, les rivières restent à la croisée de tous les enjeux, entre équilibre fragile et force inépuisable, tout à la fois refuge d'espèces séculaires et source d'avenir. Il ne tient qu'à nous que les rivières demeurent, comme toujours, les ponts qui unissent les besoins des hommes et ceux de la nature.